Merci de nous avoir rejoints, que ce soit en ligne ou en physique, pour cette petite conférence sur l'urbanisme moderne n'est pas durable. Donc ça s'inscrit dans une série de conférences qu'on a commencé à lancer depuis le début de cette année, des tables rondes, des conférences, des visites qu'on organise pour donner vie un peu à ce nouvel espace qu'on a investi aux Plaines du Loup, le Biotope, qu'on a appelé, donc, qui est plus que du coworking, hein, c'est un espace dans lequel on réunit plusieurs entités, dont Tribu Architecture, mais aussi la coopérative 2401, l'association Relief, la coopérative du Bled, l'agence Kane de programmation culturelle, etc., etc. Donc, la Fondation Vernon aussi. Et donc, l'idée, c'est de donner un peu vie à ce lieu, ce pourquoi on organise des conférences, etc., etc. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'urbanisme et de d'où vient en fait, d'où on vient avec ces... Pardon, voilà. Pourquoi en fait on parle d'urbanisme? Parce que pour nous, c'est le premier levier pour aménager notre vie en fait, hein, la façon dont on vit. On avait commencé à faire de l'urbanisme très rapidement après la naissance du bureau Tribu Architecture en 2000, parce qu'on s'était rendu compte que la plupart des enjeux étaient déjà traités avant qu'un mandat d'architecture arrive. Et donc, on avait beaucoup de frustration, quelque part, parce qu'on n'avait pas de levier d'action sur beaucoup de sujets. Donc, on s'est très rapidement dit qu'il fallait faire de l'urbanisme. Et donc, pour fonder en fait notre vision de l'urbanisme, on s'est dit qu'on allait aller rechercher dans le passé qu'est-ce qui a fait que les gens se sont mis à vivre ensemble, à constituer en fait des villes, hein, des villages ou des villes. Donc, on a une série de raisons qui ont poussé les gens à se mettre ensemble, des questions de protection, se mettre autour d'une pensée, d'une religion, d'un système politique, mais aussi au niveau de l'échange culturel, hein. La ville, c'est aussi beaucoup fait sur, pardon, l'échange économique. La ville, c'est beaucoup construite autour du commerce, notamment. Donc ici, on va faire un petit tour de quelques villes archétypiques qui illustrent très très bien les raisons justement qui ont poussé les, euh, les, les hommes et femmes à se mettre ensemble à construire ces villes. Ici, San Gimignano en Italie, où on voit tout de suite cette forme particulière de ce centre historique de San Gimignano, qui en fait est construit sur une colline. Et donc on a construit un mur autour, sur une courbe de niveau quelque part de cette colline, hein, et qui a donné cette forme si particulière. Donc on est bien dans la logique d'une logique de protection au départ, qui a défini la forme de la ville et surtout la raison pour laquelle les gens se sont regroupés au sein de la muraille de protection. Il y a d'autres éléments qui sont assez marquants à San Gimignano, c'est la logique de ces tours que l'on aperçoit ici sur cette image, qui sont l'expression en fait de la puissance de chacune des familles. Il faut savoir qu'à la base, San Gimignano était surtout réputé pour les teintures de tissus, et ces tours, elles ne servent pas forcément comme tours de guet ou de choses comme ça, même si elles peuvent avoir cette utilité en plus, mais elles sont là pour sécher en fait les teintures qui ont été faites. Donc une expression ici du pouvoir économique de chaque famille. Ensuite, un autre exemple très archétypique dans un autre contexte, Matamulana en Mauritanie, c'est Laurent, Laurent Guidetti qui est allé à Matamulana pour faire un plan directeur de ce petit village. Et Moule Café. Pardon?
Matamulana et moule café. Ensuite, du coup, ce village, vous le voyez, il est pris en fait entre deux dunes, quelque part, sur le chemin d'une caravane. Et on voit une organisation assez forte, hein, une orientation très, très marquée de tous les bâtiments. Et on voit se dessiner quelques éléments. Ici, c'est un dessin que Laurent avait fait où il a repéré simplement les pleins, hein, quelque part, dessiné les pleins. Et on voit en fait l'orientation des bâtiments, on voit se dessiner des rues, on voit se dessiner un grand espace, pardon, un grand espace ici. Et avec bien sûr une particularité, c'est un bâtiment qui n'est pas dans la même orientation que les autres, c'est bien sûr la mosquée du village qui a son orientation forcément propre, orientée vers la Mecque. Et le deuxième élément qui est extrêmement marquant, qui va être l'élément fondateur de ce village, c'est le puits. Et donc la place qui est autour du puits, en fait, c'est la place qui est nécessaire pour que les chameaux retirent l'eau de ce puits qui est très profond. Et en fait, c'est la création de ce puits qui a déterminé l'implantation de ce village, puisqu'en fait, c'est une erreur de la coopération française. Ils ont construit un puits au mauvais endroit. Et ensuite, c'est une tribu maraboutique qui était donc qui s'est sédentarisée autour de ce puits et donc qui a commencé à construire ce village. Si on reste un peu dans les mêmes régions, juste un peu au nord, en Algérie, on a Gardaïa, où on a cette expression ici vraiment très très forte de la religion. C'est presque une ville dictée par la religion, puisque elle est construite sur une série de collines. Et en fait, la taille de l'implantation ou du nombre de bâtiments qui vont être construits sur la colline, donc on voit la mosquée qui est au sommet de la colline, et on va avoir cette implantation de bâtiments autour qui correspond en fait quelque part à la place qu'on peut avoir dans cette mosquée. On voit bien sûr aussi la place du marché qui a toute son importance ici, qui se marque très très fortement dans la ville. Ici, une vue aussi un peu plus détaillée de cette mosquée. On a aussi ces constructions très particulières en fait, qui réagissent au contexte de ce milieu très aride qu'on va trouver dans ces régions, avec des typologies hein, à court qui vont permettre de survivre dans ces environnements très très chauds, avec une logique de déphasage, hein, de construction dure, parce que typiquement à Matamulana, ils n'avaient pas encore intégré puisqu'ils faisaient leur toiture en tôle et donc subissaient de plein fouet les chaleurs écrasantes pendant la journée. Mais les constructions traditionnelles des gens sédentarisés, quelque part, sont donc d'avoir des toitures épaisses, lourdes, qui vont pouvoir absorber la chaleur pendant la journée. Et ensuite, d'avoir toujours un patio avec de la végétation, un point d'eau de la végétation qui va avoir un effet d'évaporation et de climatisation naturelle de l'espace. Et puis ensuite, pendant la nuit, on a des systèmes de ventilation de ventilation naturelle, hein, qui vont se mettre en place, qui vont rafraîchir l'intérieur. Et en même temps, comme l'air est très froid dans ces contrées, la nuit, on a aussi une restitution de la chaleur de la journée qui fait qu'on a un climat agréable la nuit. Voilà. Donc là, c'est vraiment cette logique hein, qu'on retrouve de construction vernaculaire adaptée totalement au climat, mais qui donne aussi, si je reviens sur la photo, l'image, hein, la forme de cette ville très particulière que l'on trouve dans les climats arides. Un autre exemple complètement archétypique qui n'existe plus, c'est Kowloon Wall City, donc à Hong Kong. C'était la ville, si on peut parler de ville, avec la plus haute densité humaine jamais atteinte. C'est une ville qui s'est construite de manière totalement autoconstruite, hein, de manière assez sauvage,
Pourquoi en fait on a eu cette ville qui s'est construite de cette manière-là? C'est simplement que c'est une cité impériale chinoise qui était présente à cet endroit-là. Et quand les Britanniques ont pris Hong Kong, c'était impensable pour les Chinois de perdre cette cité impériale. Donc c'est devenu une petite zone qui restait contrôlée par la Chine, mais de 100 mètres par 200 mètres. Donc autant dire que en fait, la Chine ne gérait absolument pas. Et donc, c'est devenu une zone de non-droit où toutes les personnes qui fuyaient l'un ou l'autre des régimes, d'ailleurs, est allée s'installer avec une mafia qui a été très importante, très présente, mais avec un fonctionnement de ville quasiment autarcique, mis à part la production de nourriture, mais au niveau des services et tous les éléments, il y avait une autarcie assez folle dans ce petit rectangle de ville. Vous avez ici le plan. Au centre, on voit l'école, hein. Il y avait quand même une école dans ce quartier qui est donc le trou que l'on voit sur cette image. Donc les seuls bâtiments bas, en fait, qui donnent ce grand trou au centre du quartier. Autrement, on est dans des bâtiments, ici on a une coupe schématique qui montre en fait ben, déjà la hauteur hein, des bâtiments qui est très importante, entre jusqu'à 16 niveaux pour certains bâtiments, et avec la répartition des services, hein, donc des activités fonctionnelles. Quelque part, on a en jaune les services, en bleu les espaces de travail et en rouge les espaces de logement. Et donc, on avait une population sur ces 2,6 hectares, une population de 35 000 habitants. Donc, si on revient sur un plan comme ça, si on regarde, en fait, c'est la population à peu près de Neuchâtel, mais si on voulait représenter Neuchâtel à la même échelle qu'ici, il faudrait une bonne vingtaine d'écrans. Donc, on est vraiment dans une concentration extrême ici. Pourquoi on l'appelait aussi de Dark City, cette ville donc, qui a été détruite suite en fait aux accords qu'ont passé la Grande-Bretagne et la Chine pour le retour de Hong Kong en main chinoise. À ce moment-là, ils ont décidé de raser cette ville qui était devenue relativement insalubre et très dangereuse. Et vous voyez ici, on l'appelait Dark City parce qu'en fait, en plein jour, il faisait nuit dans les rues qui sont très étroites. Et comme on est en logique d'autoconstruction non planifiée et qui s'est construite au fil du temps, toutes les techniques sont venues se greffer en fait dans les rues et donc obstruer totalement les rues qui sont devenues noires. Voilà pour ces histoires. Donc on voit en fait comment se sont construites les villes, on va dire de manière traditionnelle, et maintenant on va aborder en fait la logique de la ville moderne. La ville moderne est partie sur une série de principes qui ont été repris d'ailleurs en grande partie de l'hygiénisme, donc avec une logique aussi d'air pur, de soleil, d'espace et de verdure. Mais ensuite, il y a surtout cette logique d'éclatement, de séparation des fonctions qui est rendue possible avec l'arrivée principalement de la voiture, qui permet en fait d'éclater et de rendre possible la séparation entre les différentes fonctions de la ville, entre l'habitation, hein, qui devient des machines à habiter selon Le Corbusier. C'est Le Corbusier qui a fait ce croquis. Donc on a des machines à habiter quelque part à certains endroits. Ils sont reliés par des routes à travers des grands espaces. Et ces routes desservent ensuite des lieux de travail, des lieux de commerce. Et c'est cette logique-là qui est prônée par le modernisme. Et on a aussi un autre élément qui est extrêmement frappant dans cette logique moderne, c'est la logique de construire le plein. Jusqu'à présent, en fait, toutes les villes, elles étaient construites dans une logique de définir un vide, hein. Vous avez ici ces deux plans, le plan de Saint-Dié, hein, du projet de Saint-Dié de Le Corbusier, et le plan de la ville de Parme, où on trouve en fait ce dessin des espaces publics, où on dessine une place, on dessine
des rues, et c'est ceci qui dicte en fait la forme des bâtiments. Et à l'inverse, quand on est dans cette logique moderne, moderniste, et ben, en fait, c'est la forme. On donne une forme au plein, et le vide est en fait qu'une résultante de ce plein. Un autre exemple du plan voisin de Le Corbusier, où on retrouve très fortement toutes les logiques modernistes qui sont très bien exprimées dans ce plan, avec la logique d'un réseau, d'une hiérarchie aussi, d'un réseau très hiérarchique, et puis d'un éloignement le plus fort possible, quelque part, entre les bâtiments pour éviter les vis-à-vis et avoir une orientation aussi qui est basée, on va dire, plutôt sur une logique nord-sud, même si ici, on a ces logiques de croix qui sont orientées au final dans tous les sens pour ces bâtiments. Pour la petite histoire aussi, on a l'impression que c'était une logique de densification. Quand on voit un plan de ce type-là, on voit les bâtiments autour qui sont la hauteur du bâti de Paris, donc ces tours qui sont très très hautes. En fait, la densité, elle est presque une fois et demie inférieure à celle de la ville traditionnelle de Paris, quoi, les quartiers alentours. On voit ici sur cette image de Brasilia, cette ville nouvelle pensée par Oscar Niemeyer, qui est aussi l'expression construite, on va dire, de cette théorie moderne, moderniste. C'est voilà, cette vue nous montre ces bâtiments qui sont comme des sculptures dans les espaces. On voit aussi ces logiques de réseau très importants, la place qui est donnée au final à ce nouveau moyen de transport qu'est la voiture, qui fait rêver tout le monde à l'époque. Il faut pas l'oublier. Mais ensuite, on va voir quelles sont les conséquences que ça a eu de penser la ville de cette manière-là, à commencer par la question de la mobilité. Puisqu'on a éclaté les fonctions, on a rendu nécessaire de se déplacer sur des grandes distances avec la voiture. Ici, vous avez une vue d'Atlanta avec la vue ici du downtown qui est ici, et puis un échangeur au premier plan. C'est des vues qui sont assez qu'on connaît, qu'on voit assez régulièrement, mais quand on regarde le même espace en vue aérienne, on se rend compte à quel point l'ampleur de l'infrastructure nécessaire est gigantesque par rapport à la taille du downtown qu'on veut desservir. Et puis si on prend en considération la problématique du parking, ici c'est une vue de Houston, où vous avez le downtown qui est juste ici à droite. On voit en fait l'ampleur de ces parkings, où on a beaucoup plus de parkings que de zones construites. Et il ne faut pas oublier que sur la partie du downtown, la plupart des bâtiments, un bâtiment sur deux à peu près, non, un bâtiment peut-être sur trois, sont des parkings comme celui-là, ici, ici. Tous ces éléments sont encore des parkings silos hors sol. Et pour la petite histoire, vous pouvez aller vous balader dans Houston avec Google Street View pour vous rendre compte à quel point c'est vraiment mais, truffé de parking dans tous les coins. Un autre élément qui découle aussi de cette séparation, c'est qu'on a aussi commencé à séparer les populations quelque part, avec une logique de ségrégation sociale, mais aussi du coup spatiale. Et avec une chose qu'on peut constater, c'est le fait qu'on a une logique à entasser les pauvres sur la verticale et entasser les riches à l'horizontale. Mais en fait, on dit toujours, les cages à lapins, c'est toujours le même, une répétition du même appartement, et ça donne a priori on va dire dans la population, il y a toujours souvent cette vision d'une uniformité, et qu'on recherche l'individualité. Et quand on voit ces images, on voit que l'individualité du modèle pavillonnaire est toute relative. Avec aussi, bien sûr, cette conséquence qu'on va avoir d'étalement urbain incroyablement fort. Ici, Los Angeles
la banlieue de Los Angeles, toujours aux États-Unis, forcément, où on a les exemples les plus marquants, où on voit cette couverture du territoire, ce tapissage du territoire qui est extrêmement impressionnant. Donc on voit en fait que la ville moderne est là, ses conséquences, hein, d'étalement urbain, de séparation des fonctions, de spécialisation du territoire, qui augmente forcément les besoins en mobilité, avec une consommation énergétique accrue aussi, des coûts d'infrastructures élevés. Et puis, on va voir aussi des questions de perte de sociabilisation avec la disparition de l'espace public. Ensuite, ces exemples que l'on connaît, américains, ils sont loin de nous et tout, et on se dit toujours que cette ville moderne, le plan voisin, toutes ces choses-là ne se sont pas réalisées. Et donc, la ville moderne, au final, n'a pas eu un impact, ou la théorie moderniste n'a pas eu un impact énorme sur nous. Et en fait, ce qu'on peut se rendre compte, c'est qu'à partir de la fondation de ces pensées modernes, en fait, on a eu une évolution de la façon de construire notre territoire. Qui s'est faite assez massivement. Ici, on avait fait lors d'un travail sur la Terre Sainte en 2006, cette petite carte qui montre en fait toutes les constructions en noir, c'est celle de 1954, donc avant 1950, pardon, qui sont ici. On retrouve les différents bourgs, Copé ici, Founet, etc. Donc on a ces noyaux villageois qu'on reconnaît bien. Et puis l'État, en 2006, avec cet étalement extrêmement fort, de manière en général pavillonnaire, avec quelques grands équipements. Mais cette logique d'étalement, elle est extrêmement forte. Pour la petite histoire d'ailleurs aussi, dans cette région-là, ici, on s'était rendu compte que pour aller d'une parcelle à l'autre, donc ils se touchent, si on voulait passer par l'espace public, par la rue, il fallait faire 1 kilomètre pour rejoindre ces deux parcelles. Donc c'est aussi cette logique d'un étalement qui est très fort, c'est-à-dire que les distances, on a tendance vraiment à distendre l'espace avec cette logique d'étalement. On voit cet effet en fait de ces théories modernistes, hein, qui a fait évoluer les couronnes de manière extrêmement forte à partir de ces théories. Et donc, les couronnes des villes ont explosé. On a commencé à construire ces banlieues au final, et avec une progression en fait des centres-villes qui s'est arrêtée au bout d'un moment, de manière assez abrupte, pour laisser place en fait à ce développement des couronnes. Euh, Sur la ségrégation spatiale, hein, bien sûr, bon, c'est juste évident, mais on a cette logique d'avoir séparé l'habitat, le travail, les loisirs, avec des distances qui nécessitent, hein, la voiture pour faire ces déplacements, alors que jusque-là, quelque part, on avait une logique de mixité fonctionnelle qui permettait la vie à courte distance. Et c'est bien sûr ce qu'on va rechercher aujourd'hui. Au niveau de la mobilité, on voit, hein, simplement les différences entre les centres urbains, l'agglomération, l'espace rural. On voit qu'on a une consommation de mobilité qui est très différente. D'abord en distance journalière, hein. On a une différence entre un centre urbain et l'espace rural de 20% de consommation de mobilité en moins. Et ensuite, c'est surtout sur la modalité de ces déplacements qu'on va avoir des grandes différences, puisqu'on va avoir 20% de moins de transport individuel motorisé et 60% de plus de transport public et 50% de mobilité douce. Ici, c'est les chiffres de 2015. Je n'ai pas repris les derniers chiffres parce qu'ils sont un peu... les derniers micro-recensements, ils ont été pas mal perturbés par le Covid, ce qui fait qu'ils ne sont pas très significatifs au final. Au niveau de l'énergie aussi, on peut mesurer l'impact de ces théories modernistes sur les consommations énergétiques. Ici, vous avez tous déjà vu ce schéma de la consommation
l'énergie finale par habitant en Suisse. On l'a souvent vu. Là, j'ai changé quelques paramètres. D'abord, je l'ai remise par habitant et pas de manière absolue, ce qui fait qu'on a un tassement euh, aujourd'hui de la consommation, depuis, on va dire, depuis les années 2000, un tassement de la consommation énergétique par habitant qui est beaucoup plus marqué que si on la prend dans l'absolu. Ça, c'est une première chose. Et puis, j'ai aussi inversé la position des combustibles fossiles que j'ai mis ici et par rapport aux carburants fossiles. Parce que ce qu'on se rend compte, si on a le dessin inverse, on n'arrive pas à percevoir aussi bien que sur ce schéma qu'en fait, il y a une chose qui a continué à progresser jusqu'au Covid qui est ici, hein, c'est les carburants. Donc, on continue à consommer plus par personne. Malgré toutes les avancées technologiques qu'on nous vend, on continue à consommer plus de carburant par personne aujourd'hui. Et ça, c'est le seul domaine où on n'a aucun progrès. Avec peut-être une nuance, bien sûr, on peut regarder l'électricité où on a on a une constance, hein, puisqu'on a une amélioration énergétique de la production et des consommations, mais on a aussi de plus en plus d'éléments qu'on reporte sur l'électricité aujourd'hui. Mais donc voilà, on peut mesurer quelque part l'impact de ces théories modernistes sur notre consommation énergétique à travers cette logique à travers la consommation des carburants nécessaires pour les déplacements en voiture pour la plus grande part. On a aussi un élément par rapport à ces logiques urbanistiques sur les coûts des infrastructures. Il y avait une étude qui avait été faite il y a une quinzaine d'années qui montrait les différents coûts infrastructurels au niveau de l'eau potable, des eaux usées, des dessertes transports et d'électricité. Donc sans les transports, hein, c'est juste les routes. Et de montrer en fait la différence entre une maison individuelle et un quartier avec des immeubles. Et on voit que ces coûts infrastructurels par habitant et par année peuvent varier du simple au triple. Si on prend l'immeuble ici, on est à peu près 3 fois supérieur dans les coûts infrastructurels pour les maisons individuelles. On a vu, hein, toutes les communes qui ont développé massivement leur zone pavillonnaire, en fait, se sont retrouvées avec des soucis financiers relativement importants. Et donc, voilà, on voit la raison sur ce schéma. Ensuite, la ségrégation sociale, ça c'est une carte de l'Ouest lausannois, on voit en bleu la part des professions dirigeantes. Donc, on voit les secteurs où on a le plus de cadres qui sont établis, et puis en rouge, la part des ouvriers non qualifiés. Plus on est rouge, plus on est qualifié. Ce qu'on voit, c'est que les zones sont inversées, hein, globalement. Et donc, on a à Saint-Sulpice, au bord du lac, bien sûr, les cadres dirigeants qui sont là. Et puis, dans les endroits où on a le plus de nuisances, quelque part, on va retrouver plutôt les ouvriers. Et puis, il y a cette question de sociabilisation et d'espace public, hein, où on a perdu ces logiques-là. Ce qui est intéressant sur cette image, c'est au Danemark, hein, ce quartier, c'est qu'à la base, c'est un quartier qui recherche une sociabilisation des habitants. Donc, on n'est pas dans le pavillonnaire habituel, on fait du pavillonnaire où on essaye de se regrouper autour d'un espace. Alors, il se trouve que cet espace, c'est juste l'espace pour retourner sa voiture. Donc, ça n'a pas forcément énormément d'intérêt. Et puis surtout, c'est une logique où on va nier totalement les espaces qui sont à l'extérieur de ce quartier. Donc, en fait, on va créer des non-lieux, des espaces où on ne sait pas quoi faire, en fait, hein. Et ça coûte à l'entretien parce qu'on voit c'est tendu en plus. Mais en fait, il y a pas d'usage dans ces espaces. En fait, c'est une logique où on satellise totalement l'habitat. On pourrait habiter en l'air au final, hein, avoir des maisons suspendues avec des petits ballons. On serait dans la même logique.
Donc, en fait, on voit que cette logique, quand on la pousse au bout, elle devient totalement absurde et produit des non-lieux et de la désociabilisation relativement forte. Donc ensuite, on s'est dit, ben voilà, il faudrait peut-être changer de paradigme par rapport à tous ces éléments, à cette logique moderniste, mais aussi, bien sûr, toute notre société consumériste qui nous a guidés sur ces problématiques. Le Club de Rome, en 71, 72, deux. ils ont sorti un rapport, Halte à la croissance. Ici, vous avez, en fait, en trétillé, c'est ce qu'ils avaient, sorti comme dans leur rapport, c'est les courbes qu'ils avaient sorties. Et puis en très plein, ce sont les courbes telles qu'elles se sont réellement développées. Donc on voit qu'on a des petits écarts, hein, c'est qu'on a amélioré les véhicules notamment, donc on a une pollution qui a un peu diminué, on a mis des filtres sur les usines d'incinération, etc. Mais, et puis on voit que l'industrie a plutôt diminué par rapport à ce qui était prévu, et puis c'est plutôt les services qui sont un peu plus hauts, mais on a des petites nuances comme ça, mais globalement, on est absolument dans le schéma business as usual que le Club de Rome avait, euh, avait édité en 1970. Et puis, j'étais aussi sur cette image ici, hein, c'est dans les années, fin des années 60, avec la conquête spatiale, c'est la première fois où on a pu constater, réaliser que en fait la Terre et l'atmosphère qui protège la Terre était extrêmement ténue, extrêmement fine, et que en fait, donc ça c'est le premier élément. Puis deuxième élément, c'est simplement de se rendre compte que le monde est fini, hein, puisqu'on voit de l'extérieur l'entier de la Terre, et donc ça a donné aussi cette prise de conscience assez forte dans les années, fin des années 60 et début des années 70. Avec cette petite phrase aussi qui est assez intéressante de Boulding en 73. Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Euh, j'ai remis C'est une bonne quelques comparaison. jalons, hein, justement avec ces quelques éléments. En 68, donc ce premier cliché de la Terre, la création du Club de Rome. On a en 72 le premier sommet de la Terre, le rapport. 87, on a la commission Brundtland qui édicte pour la première fois le concept de développement durable. Et puis en 97, la conférence de Kyoto avec le protocole de Kyoto. Puis on se dit, bah voilà, on a eu 15 ans de prise de conscience. Ensuite, on a formalisé des éléments dans un rapport, et puis on a fait un premier protocole entre les différentes nations. Tout ça en 25 ans, on peut se dire que c'était plutôt relativement rapide. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on en a fait jusqu'à aujourd'hui? En fait, ça fait maintenant plus de 25 ans que le protocole de Kyoto a été mis en place, et puis on commence seulement à réagir, à agir plutôt aujourd'hui. Pour parler des objectifs de la ville durable, je me suis appuyé sur la charte quartier en transition qu'on a mis en place avec le bureau de Latitude durable et territoire et énergie pour le compte de l'État de Genève. Donc cette charte quartier en transition, elle fait suite aux décisions du Conseil d'État de déclarer l'urgence climatique, et puis avec un objectif de 60% de gaz à effet de serre en moins en 2030 par rapport à 1990. Et du coup, l'idée, c'était dans cette charte de voir comment on peut décliner ces enjeux à une échelle de quartier, et puis comment se mettre d'accord aussi sur ce qui fait un quartier de qualité et durable, et de changer de paradigme aujourd'hui. Donc cette charte, elle est constituée en fait de trois postures, hein, le quartier identitaire et vivant, le quartier du vivre ensemble et du partage, le quartier résilient
et écologique. L'idée, c'est de casser un maximum de silos pour que les gens parlent ensemble, définissent des objectifs communs et arrêter avec la logique de la mobilité qui s'oppose à, à l'environnement ou de nouveau le social aussi qui s'oppose à l'environnement et de travailler en fait tous ensemble à trouver des solutions les plus adéquates pour ces quartiers. Dans le quartier identitaire et vivant, l'idée, bien sûr, c'est d'intégrer ce quartier dans son contexte, de valoriser l'existant hein, et de ne pas faire fi de l'histoire des lieux. Et puis ensuite aussi, penser qu'un quartier, il doit contribuer à la ville et au territoire dans lequel il s'insère. On a donc dans chacune de ces postures, on a défini 4 enjeux et sous ces enjeux, on a une série d'objectifs, 4 et 5 objectifs. C'est vrai que cette charte, elle comporte 59 objectifs, en gros, pour définir ces quartiers et la qualité des quartiers que l'on veut construire aujourd'hui. Ici, j'ai remis, pour illustrer cette logique de comprendre le contexte, l'histoire et l'identité des lieux, j'ai remis une carte qu'on avait fait avec Paysage Gestion pour un PSD à Palentry, donc dans le canton de Genève, donc ce secteur avec Collonges-Bellerive ici. Où on était allé analyser en fait dans un cercle hein, déjà de se rendre compte qu'on va construire un endroit où on a des distances qui sont praticables à pied, qui sont praticables à vélo, et de voir quels sont les rayons d'action ou plutôt avec les mobilités actives, et de définir comme ça les complémentarités entre les villages existants et ce qui allait être construit. Donc voilà, c'est vraiment cette logique d'aller analyser ce qu'il y a autour et de prendre en considération ce qui existe et de valoriser aussi l'existant. Bien sûr, on a d'autres éléments hein, qui sont cités, vous le voyez sur la partie gauche, qui sont les autres objectifs. Je ne vais pas le détailler. Dans la logique de préserver la biodiversité et valoriser le milieu bâti existant, de nouveau ici, j'ai pris l'exemple dans le quartier de Gundeldingerfeld à Bâle. C'est les anciennes parcelles Sulzer. C'est les privés qui ont d'ailleurs racheté ces parcelles et puis ils ont essayé de conserver un maximum de bâtiments. Et dans un des bâtiments ici qu'ils ont conservé, ils ont mis une bibliothèque. Et il y a vraiment cette logique d'ouvrir le patrimoine au plus grand nombre et en même temps de le faire vivre et pas d'être dans une logique de muséifier pardon, ces témoins du passé, mais bien de les faire vivre. Ensuite, on a un enjeu qui est de développer les milieux de vie sains pour la flore, la faune et les habitants. De nouveau ici, c'est bien de mettre ensemble hein, toute la vie, quelque part, autant les humains que la faune et la flore, de traiter ceci sous le même enjeu, quelque part, et de trouver cet équilibre entre l'usage et les espaces qui vont être pour les humains, mais de laisser la place à la nature. Ici, c'est le parc des franchises à Genève, où on sent cette recherche d'équilibre entre des zones qui vont être appropriables par les humains et des zones qui vont rester à disposition de la faune et de la flore. Un autre enjeu, c'est bien sûr de mettre en réseau les différents milieux. Ici, c'est un schéma du quartier des Plaines du Loup qui montre en fait les connexions qui vont être recherchées entre les différents milieux naturels existants dans le quartier. On voit la structure hein, qu'on avait définie qui est vraiment basée sur ces réseaux, ces liens avec les quartiers voisins et les espaces naturels présents de part et d'autre.
Dans la logique du quartier résilient et écologique, on a cette logique de vouloir préserver les ressources, hein, bien sûr, de limiter l'empreinte. La logique du quartier qui va valoriser l'existant, favoriser le réemploi et qui va chercher la sobriété en fait, pour réussir cette transition. Ici, dans la logique de préserver les ressources et de réemployer au maximum, j'ai mis cette image de rénovation des grands parcs à Bordeaux parce qu'elle montre en fait que l'on peut vraiment réutiliser, même dans l'état, hein, il y a très peu de modifications en fait sur le bâti existant. Et en fait, en y ajoutant une couche au sud, on va résoudre des problèmes thermiques et offrir un espace supplémentaire aux habitants. Et tout ça en les gardant en place. Donc, on a vraiment une attitude dans ce projet qui est super intéressante parce qu'elle travaille justement sur tous les plans. Elle travaille sur quelque chose qui est finançable, hein, qui est économique, qui permet d'améliorer la vie des habitants, les conserver en place et d'améliorer l'efficacité énergétique de ces bâtiments. On a ici, dans la logique de réduire l'énergie grise et de penser les investissements sur le long terme, cette image de la construction du bâtiment Eco 46 à Lausanne, hein, Lausanne qui allie des murs en terre et en paille pour le service parc et domaine. Je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça aujourd'hui. Il n'a pas encore rechangé de nom. Qui est à Vidi, juste en dessus de la... Pardon, pas à Vidi, en dessus des prés de Vidi, en dessus de la Bourdonnette. Dans la logique aussi ensuite de consommer moins et produire mieux, voilà, c'est logique de penser la production énergétique la plus cohérente possible avec les besoins. Ici, c'est le concept énergétique de production de chaleur pour les plaines du Loup, avec ces logiques de sondes à moyenne profondeur, hein, 800 mètres de profondeur, et puis avec une logique aussi de récupération de chaleur dans les eaux usées. Euh, et, euh, et puis, pour alimenter les pompes à chaleur, l'implantation de panneaux solaires photovoltaïques en toiture. Euh, Ensuite, on a un enjeu qui est bien sûr de concevoir les lieux pour répondre aux différentes évolutions, hein, que ce soit environnementales ou sociales. Et ici, c'est l'exemple de Cool City. C'est un projet à l'échelle nationale avec des projets pilotes qui sont répartis dans toute la Suisse. Et ici, c'est dans le Pave, à Boissonnat, où sur un parking, en fait, il y a eu c'est la création de cet espace public en pleine terre, dégrappé, pour ramener un îlot de fraîcheur dans ce lieu. Donc, c'est vraiment préfigurer ce que pourrait devenir, en fait, le PAV à l'avenir et de montrer quelle est l'efficacité aussi qu'on puisse percevoir aujourd'hui déjà l'efficacité de ces projets, de l'intégration de verdure, de pleine terre dans les quartiers qui sont aujourd'hui complètement asphaltés. Il y a bien sûr, hein, quand on parle des évolutions sociales, c'est aussi de prévoir des bâtiments qui permettent de s'adapter aux différents moments de la vie, hein, comme on l'a fait ici dans le bâtiment du Bled, où on a des typologies qui permettent de réunir ou séparer des appartements, des pièces qui peuvent être séparées avec une indépendance, etc. Donc, c'est aussi ces éléments-là. Ensuite, on a cette dernière posture du quartier du vivre ensemble et du partage, où l'objectif ici, c'est vraiment de pouvoir accueillir toutes les populations et puis de créer des conditions propices au vivre ensemble, et puis d'encourager la solidarité, de mettre en place des économies locales et d'encourager la mutualisation des biens.
dans la diversité, programmer un quartier diversifié, c'est bien sûr de travailler aussi ensemble. Il faut programmer cette mixité fonctionnelle, hein. On l'a vu aussi ici au Plaines du Loup, où ce n'est pas encore évident d'avoir cette programmation des espaces d'activité à une échelle d'un quartier. Là, j'ai mis l'exemple de Gladpark à Zurich, où on voit le travail qui a été fait sur cette implantation des différents commerces, espaces de travail, où on va essayer d'activer quelque part un peu tout le quartier, mais aussi à différentes échelles, et bien localiser les commerces en fonction de leur aire d'influence. Dans l'enjeu de développer des lieux de vie pour tous, il y a bien sûr aussi cette logique de créer des espaces ouverts, de qualité, diversifiés, d'aller chercher en fait des espaces qui soient réellement appropriables, des espaces extérieurs pour les logements. Ici, c'est l'exemple de l'îlot 13 à Genève, hein. Je pense que c'est un des îlots les plus denses de Genève, mais dans lequel en fait on a des espaces qui sont très bien définis, qui ont été vraiment travaillés, qui font qu'on a une qualité paysagère, spatiale et d'appropriation qui est très forte, malgré cette ultra densité de ce petit îlot qui est juste à côté de la gare. Il y a l'enjeu de mettre en place des services mutualisés, hein, arrêter d'être totalement individualiste et de permettre justement les échanges, que ce soit au niveau des biens, des compétences, des savoirs, avec ici la logique, alors c'est la plus connue quelque part, hein, mais la logique de mobility coopérative de car sharing, hein, d'autopartage. Et en fait, cette logique de mutualisation, elle peut être étendue de manière beaucoup plus large sur beaucoup d'éléments. On voit apparaître, hein, les boîtes à livres, les boîtes à outils partagées, des choses comme ça. C'est des choses qui se mettent en place. Et ce qui est intéressant avec Mobility, c'est que c'est l'exemple d'une mutualisation qui est quelque part de masse, hein, qui est faite à l'échelle nationale, où c'est des dizaines de milliers de personnes qui ont renoncé à leur voiture grâce à la mise en place de cette coopérative. Et enfin, bien sûr, c'est faire vivre le quartier sous tous ses aspects, hein, en ayant une logique d'intégration aussi des usagers dans les espaces, mais aussi d'avoir une gouvernance des espaces qui sont mis en commun, et de ne pas oublier ces points-là. Et ici, c'est l'exemple de l'écoquartier des Vergers, où justement beaucoup d'investissements ont été mis pour faire vivre le quartier, avec ici l'exemple de l'agriculture urbaine qui a été développée dans ce quartier, mais c'est aussi un quartier qui, au départ, n'était pas forcément le quartier qui était le mieux pensé au niveau urbanistique, mais en fait, il y a eu énormément d'efforts qui ont été mis derrière pour le faire vivre, et on voit au final que ça paye, que ça peut fonctionner. Il y a encore des choses à ajuster, mais que le rattrapage ici, par la volonté politique qui a été mise, et de tous les acteurs en fait présents dans le quartier, fait que on arrive à avoir une vraie vie dans ce quartier, et quelque chose de très novateur et encourageant pour l'avenir. Voilà, et tout ça, en gros, pour finir, hein, c'est cette idée de construire mieux, consommer moins pour habiter plus et habiter mieux. Et cette citation de là-bas, elle devrait guider en fait systématiquement toutes nos actions en tant qu'acteurs de l'environnement construit. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Je vous remercie pour votre attention, et volontiers pour des questions, des remarques, lancer une discussion sur ces thématiques. Alors, prends l'autre, peut-être.
des remarques, des avis contradictoires. Sur Zoom aussi, si vous avez des... Moi, vous m'entendez? Oui, oui. J'ai peut-être une remarque. Dans la pratique aujourd'hui, je sais pas, je voyais aux infos 19h30 là, il y a la semaine dernière, ce quartier fait de plots où en fait la population se plaint de cette densification aux abords d'une petite ville, mais c'est vrai aussi à Genève, dans la plupart des quartiers qui sont faits. On hérite en fait, quand on construit comme architecte aujourd'hui, de plans de quartier dont la conception date d'il y a 10 ans, voire 15 ans. Et cette notion de plot au milieu d'un champ ou en bordure de périphérie, c'est encore la règle dans la plupart des urbanisations planifiées. Et donc, il reste à l'architecte au mieux de varier sur la couleur, sur les typologies. Voilà. Et dans les ingrédients de la ville, oui, bien sûr, il y a ces 4 dimensions de l'environnement, du social et tout ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, quand on regarde les images de la ville traditionnelle que tu as montrées au départ, une autre réflexion à avoir sur la manière de concevoir l'espace de la ville, de la mixité, des gabarits à échelle humaine, ou alors, à ton avis, quels seraient les ingrédients qui fabriqueraient vraiment l'urbanité? Oui, vous avez tous entendu? Oui. Je pense que c'est difficile de répondre. Est-ce qu'il y a un modèle qui est le bon, en fait? Ce qu'on peut constater, en tout cas, c'est qu'il y a certains modèles qui ont amené à créer des problèmes relativement insurmontables. Ça justement, c'était un peu le propos, hein, de dire, bon, voilà, il faut qu'on puisse, quelque part, une fois pour toutes, bien se rendre compte de ce qu'a amené en fait cette logique d'urbanisation, comme tu le dis, hein, de plots éloignés, en périphérie, etc. Et on en hérite encore, et c'est aussi pour ça que moi je me suis dit, on doit continuer à marteler, parce qu'on a toujours quand même beaucoup d'urbanistes qui défendent encore un urbanisme moderniste aujourd'hui, quoi. Et ensuite, qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir une urbanité? Je pense que ce qu'on se rend compte dans les quartiers qui sont construits aujourd'hui, c'est qu'on a des espaces publics ou des espaces rues qui sont ou de places qui sont démesurés, qui sont en général beaucoup trop grands. On a une peur de la proximité qui, je pense, nuit à l'urbanité aujourd'hui. Et je pense que quand on a un plan où on se dit que l'espace est trop petit, c'est qu'on est juste. Et nous, on a expérimenté un peu ces derniers temps avec le quartier de l'Églantine, des Églantines à Morges, où au moment où le quartier était en construction, mais il y a eu des réactions mais extrêmement violentes, que c'était beaucoup trop dense, que tout était bétonné, etc. Et puis quand on arrive à la fin, les gens reviennent et puis constatent en fait que les dimensions, elles sont plutôt assez justes, et puis qu'il y a de la relation, il y a des usages qui se créent dans ces espaces. Et puis que surtout, on a pu, dans le cas d'Églantine à Morges, avoir un parc important, une place aussi qui a une vraie dimension, parce qu'on a arrêté de répartir cette densité. Et on a une logique de contraste. Et je pense que pour créer de l'urbanité, il faut du contraste. Et on le voit aussi aujourd'hui au Plaines du Loup, hein, où de nouveau, il y a eu les mêmes réactions. Il y a une année, tout le monde tirait à boulet rouge sur le quartier. Et puis, quand on vient maintenant voir dedans, eh ben, les avis sont beaucoup plus nuancés, voire plutôt très positifs. Et donc, voilà, moi, je dirais qu'il y a contraste et puis proximité, quoi. Et oser la proximité,
Et moi, je l'affirme, hein, moi, je vis avec une proximité de 3 mètres avec un bâtiment voisin, et c'est quelque chose, je pense, qui est vraiment positif. Si on a d'autres dégagements, bien sûr, on ne peut pas avoir que ça, mais voilà, contraste. Est-ce que ça répond à ta remarque? Merci, ouais, je trouve que c'est des très beaux éléments. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut réagir? On entend là? Alors, Est-ce normalement, Oui, oui, on t'entend, Laurent. que Oui, on ça t'entend. clignote, donc c'est bizarre. Donc, je tente un truc. Est-ce que, je pose une vraie question, hein. Est-ce que finalement, indépendamment des questions de forme urbaine, c'est pas juste la quantité de voitures qu'il y a à mettre dans les rues ou dans les espaces extérieurs ou partout qui règle tout? Donc finalement, nous, on a beaucoup. On t'entend plus. tu peux prendre. Attends, il est. Autrement, je te passe. Là, c'est bon. Vous m'entendez là? Là, oui, j'entends. Ouais. C'était bizarre, ça s'est arrêté. Donc, on a souvent dit suce au plot, vive les îlots, mais indépendamment de ça, je pense qu'il est capable de faire des îlots remplis de voitures comme Sougar à Lausanne, avec des taux de remplissage de l'espace public et du domaine privé extrêmement élevés pour le stationnement, donc des espaces où il n'y a pas d'espace de dégagement, et puis de faire des quartiers de plot qui sont finalement, on a maîtrisé cette mobilité. Donc, l'importance de la voiture n'est-elle pas le premier et peut-être unique, hein, c'est critère de qualité? C'est combien on a réussi à se passer de voiture qui fait qu'on arrive à faire des quartiers de qualité? Ou bien? Si je peux me permettre une réponse par rapport à ça, tu as sans doute en tête l'intérieur de l'îlot Mont-Blanc à Genève, Oui. rempli de voitures. Mais en fait, la conception du volume, des proportions, de la végétation a la capacité d'absorber cette voiture. Je trouve que c'est aussi un leurre de croire qu'on n'aura plus de véhicules. Euh, L'être humain s'est toujours déplacé et ça va continuer. Donc en fait, il y a quand même une question de composition et de perte de maîtrise à l'échelle de la ville et du quartier. Enfin, c'est mon humble avis, hein. Voilà. Ouais, mais je trouve que c'est intéressant parce que on dit l'être humain s'est toujours déplacé, mais jamais en voiture, ou de loin pas toujours en voiture plutôt. Et puis que c'est toujours tout ou rien. Là, moi, je suis pour les voitures mobility, hein, dont Christophe a parlé. Donc, je trouve super de les partager. Ça permet de réduire fortement et donc de se dire, c'est peut-être pas 0% de taux de stationnement, mais c'est peut-être 5%. Si on évalue, par exemple, le taux de motorisation en Valais, c'est 700 véhicules pour 1000 habitants. À Lausanne, c'est 349. Au Bled, puisque j'ai fait le petit calcul estimatif, on est de l'ordre de 135 à 150 pour 1000 habitants. Donc, en gros, c'est tout à fait possible de vivre très bien au Bled sans avoir autant de véhicules que les Valaisans. Et ça, pour plein de raisons différentes, hein. Et sans métro. Hein. Et sans métro encore, c'est-à-dire que ça va encore chuter prochainement. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est de voir en gros, peut-être qu'il y a des choses qui sont des mots nécessaires qu'on peut peut-être intégrer d'une façon ou d'une autre, hein, qu'il faut intégrer. Peut-être pas, je ne connais pas le trémie de belles entrées de parking, mais il y a peut-être moyen de place quelque part pour ça, mais avec la place que ça mérite, hein. Le stationnement, il semblerait, parce que j'ai appris ça la semaine passée, qu'il y a 4 places de stationnement par voiture en Suisse et que ce taux-là continue d'augmenter. Donc, non seulement le nombre de véhicules augmente avec la croissance démographique, mais en plus de ça, le nombre de places de stationnement, si on prend l'ensemble des places sur le territoire suisse, ne cesse d'augmenter par rapport au nombre de véhicules. Ce qui veut dire qu'on sacrifie en fait une bonne partie de notre territoire. Et si on imagine à Lausanne le nombre de places de stationnement qu'il faut à 25 mètres carrés par place, c'est 241 hectares. À la densité des plaines du Loup, c'est le doublement de la population lausannoise. Donc, il faut parler de ce problème. Et puis, effectivement, c'est peut-être pas zéro, mais le moins ça sera, le mieux ça sera. Ça, c'est ma thèse. Des spécialistes en mobilité qui voudraient réagir? Ou en non-mobilité. Ou en non-mobilité? Mais c'est vrai que moi j'ai aussi
parlé, en décrivant en fait la théorie moderniste, je me suis aussi beaucoup axé sur la voiture, parce qu'en fait, c'est la grande différence entre le modernisme et l'hygiénisme, c'est l'intégration du réseau et de la voiture. Et c'est ce qui a fait on a dégradé complètement notre espace urbain. Oui, je voulais juste rebondir sur la question de la voiture, une expérience tout à fait personnelle. En fait, c'est vrai que récemment, j'ai pu profiter d'un espace extérieur où il n'y avait pas de voiture avec mon enfant. Et en fait, je trouve que vraiment, enfin, les voitures, ça donne vraiment un stress à la vie au quotidien, aux parents, aux gens en général, aux gens qui utilisent le vélo, aux piétons. Et c'est vraiment fou. Enfin, on a appris à vivre avec ce stress constant. Et en fait, c'est inné, mais en fait, il y a enfin, quand on vit justement le truc où il n'y a pas de voiture, vraiment là, mais waouh, en fait, c'est une qualité de vie incroyable, un espace sans voiture, en fait. Et puis, c'est clair qu'on ne pourra pas s'en passer 100%. Mais quand même, c'est vrai que ça vaut la peine de réfléchir à des espaces qu'on peut vraiment apprécier à l'extérieur. Voilà. Et donc, la voiture, c'est vrai que ce n'est pas un facteur de qualité d'espace extérieur. En tout cas, pour moi, Mais ça ne l'est pas. je pense que c'est vraiment très important. On parle souvent justement le premier élément d'insécurité. On parle souvent la droite parle souvent de sécurité, mais ne parle jamais de l'insécurité liée à la voiture. Et c'est le premier facteur d'insécurité que l'on vit au quotidien, c'est la voiture, quoi. Donc ça, c'est assez évident. Puis après, moi, je voulais revenir aussi sur l'intégration de la voiture, puisqu'on est à peu près tous d'accord qu'il faut conserver ce moyen de transport, parce il a beaucoup il offre une certaine flexibilité qu'aucun autre moyen de transport ne permet, et que ça a un intérêt, mais qu'il faut le limiter au maximum. Et du coup, il faudra toujours trouver du stationnement. Alors, je pense qu'il y a déjà énormément de stationnements qui sont existants, et puis qu'on pourrait faire beaucoup avec le stationnement qui est existant. Moi, j'ai été très impressionné par. Vous l'aurez compris, hein, je travaille pas mal à Genève en ce moment, mais la nouvelle loi sur le stationnement à Genève impose, avant quand on dépose un PLQ, d'avoir analysé toutes les places disponibles aux alentours avant de pouvoir en construire. Et ça, je pense que c'est vraiment primordial de commencer à réfléchir de cette manière-là. Et je trouve ça ultra révolutionnaire de la part du canton de Genève de se dire, OK, on va d'abord regarder ce qui est existant et on ne construira pas de place de parc si il y a des places disponibles dans les alentours. Ça veut aussi dire accepter l'éloignement de la voiture, hein, parce qu'on on a eu, on va dire, les logiques. On a parlé de quartier sans voiture. C'est super, c'est des super slogans, mais la plupart des premiers quartiers sans voiture, on peut prendre d'ailleurs l'exemple des Vergers, hein, ou de Chapelle à Genève aussi, c'est en gros, on asservit complètement le sol et l'aménagement du quartier à la voiture. Et on a souvent cette réticence du parking silo. Mais en fait, je trouve que on le voit aussi ici, hein, au Plaine du Loup, où l'impact en fait de ce parking par rapport à cette première phase qui est construite, c'est minime, quoi. C'est vraiment minime. On a sacrifié un volume dans une situation qui est en plus pas du tout la plus intéressante, hein, on va dire même la moins intéressante. On a sacrifié un volume pour régler en fait cette question du stationnement, sachant qu'en plus on a un parking qui est a priori largement surdimensionné, et il aurait pu être à peu près, en tout cas, dimensionné d'un tiers de moins, et donc ça diminue d'autant l'impact sur l'ensemble du quartier, quoi. Est-ce que je peux me permettre encore un commentaire? En fait, Oui. cette discussion, c'est comme 99% des discussions d'urbanisme. On passe 90% du temps à parler de mobilité. Et je trouve qu'on oublie tellement souvent les autres sujets que, enfin, moi, je serais intéressée à ce que les gens qui s'intéressent à l'urbanisme, les urbanistes, parlent de composition urbaine.
Parce que je sais pas, vous pouvez prendre. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit sur la mobilité. Hein, c'est pas une contestation de ça. Mais je pense qu'il faut revenir sur d'autres sujets. Si vous prenez, je sais pas, Carouge. Je prenais l'île au Mont Blanc. Oui, ok, il y a des voitures et il y a des voitures partout et c'est désagréable. Mais en fait, il y a quand même un problème de composition urbaine, une question de gabarit, une question d'immeubles contigus dont on a peur. J'ai beaucoup aimé les propos de Christophe qui disait contraste et proximité. Composition avec les espaces ouverts, avec les espaces publics. Mais je pense qu'il y a vraiment à faire remonter dans la discipline de l'urbanisme, cette composition urbaine. Parce qu'à force de parler de mobilité, de nombre de places de parc, on ne parle jamais du vrai sujet de la ville, quoi. La question de la programmation évoquée tout à l'heure, elle est aussi essentielle. L'exemple de Glad Park, c'est un bon exemple. Et je pense qu'il faut qu'on fasse aussi remonter ces sujets-là dans le débat. Oui, alors tout à fait. Hein, je pense que c'est juste, nous, on a eu, d'ailleurs, quand on a fait cette charte quartier en transition, on a eu beaucoup de critiques parce qu'il n'y avait pas assez de place pour la mobilité. Et puis, on l'a complètement, on a essayé de la noyer le plus possible, exactement dans le sens que tu dis. En fait, c'est une des problématiques, mais c'est pas comme ça, c'est pas à travers la question de la mobilité qu'on arrive à faire un bon quartier. Par contre, c'est un espèce de préalable un peu nécessaire quand même. Et c'est pour ça que souvent on arrive dessus. Mais ensuite, sur ces notions de composition urbaine, tu as cité la question de la contiguïté qu'on pourrait ajouter comme étant un des éléments fondateurs quelque part. Cette contiguïté, je pense qu'elle permet, elle est compliquée, hein, elle est compliquée à réaliser, ça demande plus d'efforts, mais comme tout ce qu'on prône aujourd'hui demande plus d'efforts, quoi. Si je reviens sur le stationnement, centraliser le stationnement, ça demande des efforts, parce que c'est naturellement, c'est pas comme ça que ça se fait, quoi. Donc il faut réfléchir. Mais chauffer un quartier différemment, ça demande aussi de réfléchir, quoi. Et ça demande des efforts, de mettre en place des choses, d'oser des choses. La mixité de programmation, la mixité sociale qu'on veut introduire dans les bâtiments, ça demande chaque fois un effort, quoi. Mettre de la propriété par étage dans une coopérative, comme on l'a fait ici au Bled, ça demande un effort. Et ça demande de risquer des choses, de faire, d'innover, de se lancer et d'oser faire ces choses-là. Et je pense que la contiguïté, c'est une des choses qui aujourd'hui est nécessaire pour créer un espace urbain de qualité et qui nous permet justement de créer des intériorités, de créer de la mixité aussi, de créer du lien et du rapport entre les gens et de définir des espaces. Et quelque part, je pense que sans contiguïté, on n'arrive pas à définir réellement des espaces. Et donc, il faut oser se lancer dans la contiguïté et arrêter d'en avoir peur, quoi. Mais il y a la plupart des opérateurs, on va dire, et des investisseurs, ils ne veulent absolument pas la contiguïté, quoi. Ils sont encore dans la logique, c'est chez moi. On va travailler. Surtout, il ne faut pas que le voisin doive passer sur mon terrain pour aller chez moi. On a encore beaucoup de réflexions de ce type-là. Là, Mathieu, on vit ça maintenant sur un projet à Marly, mais c'est infernal, cette logique de ces opérateurs qui sont encore, mais je sais pas, ils ont 70 ans de retard, quoi. Moi, je me pose la question, les exemples que tu montrais, là, c'est des exemples un peu vernaculaires, un peu traditionnels. Quand on dit, par exemple, faut adapter les villes au réchauffement climatique, Gardaïa, qui est en plein désert, il n'y a pas un arbre, il n'y a rien des grands canons de la ville adaptée au réchauffement climatique. Ce qui peut s'expliquer par le fait que nous n'avons pas le même climat encore, mais peut-être aussi qu'on a un patrimoine ou une histoire de cette ville, hein, de la ville, on va dire, un peu périurbaine, et qui donc fait qu'aujourd'hui, les enjeux, ce n'est peut-être pas comment transformer la ville en Gardaïa, mais plutôt comment est-ce que nous, on doit adapter notre ville pour l'adapter à ces choses-là, étant entendu que peut-être que ça ne sert à rien de savoir construire une ville comme Gardaïa, vu que de toute façon,
la ville dont on hérite, elle n'a rien de gardaïa ni gardaïsable, en gros. Donc, un des gros enjeux, c'est comment réussir avec ce qu'on a là, un truc un peu éclectique, un peu chaotique, et plein de voitures. Comment est-ce qu'on arrive à transformer tout ça où sont les pistes de transformation, pas forcément de création de formes urbaines, parce que c'est comme si, en gros, théoriquement, si on nous demande comment faire un quartier ou de ville nouveau, on est capable. La question, c'est qu'on ne le fait pas comme ça. Et en plus de ça, la ville, elle est déjà faite. Oui, je pense que c'est très juste ce que tu dis, comment on adapte. Et puis, je pense qu'il y a la question aussi des moyens qu'on doit mettre toujours à prendre en relation, hein. Verdir la ville, hein, ben voilà, on a cet exemple, la coopérative 2401 a fait une étude sur la tour Bosco pour voir en fait quel est l'impact réel est-ce que c'est bien ou c'est pas bien de faire une tour verte, quoi, une tour avec des arbres. Et je trouve que je sais pas si tu veux en parler, Lucas, de cette analyse, mais je trouve que c'est super intéressant parce que c'est quelque chose qu'on a tous l'intuition que c'est une grosse connerie, mais je trouve de pouvoir mettre une analyse plus objective dessus, c'est vraiment intéressant. Et je pense que cette question des moyens pour faire une ville résiliente, elle est extrêmement importante. Alors oui, on a fait cette étude par rapport à ce bâtiment. Bon, c'est pas moi directement qui ai fait l'étude, mais voilà, la conclusion, c'était qu'il y avait besoin de rajouter vraiment beaucoup plus de béton pour pouvoir accueillir finalement pas tant de verdure. Et ce béton, en plus, à mettre en place avait un impact CO2 bien plus élevé que ce qu'on arrivait à gagner avec le verdissement. C'est ça, pour compenser le CO2 supplémentaire, il fallait je ne sais plus combien d'hectares de forêt. Vous aviez pris cette illustration, je trouve que c'est super intéressant. Tu as le chiffre? J'ai plus le chiffre en tête, mais c'est vrai que c'était un autre ordre de grandeur. Mais c'est du style, c'est 24 hectares de forêt pour compenser le CO2 nécessaire. Voilà, c'est juste un ordre de grandeur. C'est bien sûr, c'est un peu littéral, mais c'est un ordre de grandeur pour montrer que pour planter, je ne sais plus combien d'arbres, 50 arbres ou quelque chose comme ça, et ben en fait, on met des mètres cubes et des mètres cubes de béton juste pour ça, quoi. Donc on est dans des solutions qui sont absurdes. On peut tout faire aujourd'hui. On a la capacité de tout faire, n'importe quoi. Hein, je pense qu'on a quelques exemples de villes totalement absurdes qui existent, hein, qui attirent beaucoup de monde encore, malheureusement. Mais donc on peut tout faire, n'importe où. On peut faire du ski dans le désert, tout est possible aujourd'hui. Donc il faut faire des choix. Et donc quand on cherche un modèle aujourd'hui, quand on dit il faut que notre ville devienne résiliente à la chaleur, par exemple, bah, il faut trouver les solutions qui sont les plus simples, quoi. Et avec une efficacité. Et puis après, bah, on est aussi en train d'essayer, hein. Je pense que ces projets type, là je parlais de School City, voilà, c'est intéressant d'essayer, de voir ce que ça donne, de mesurer quel est l'impact réel de ces mesures. Je pense qu'il y a aussi des choses qui sont super intéressantes quand on regarde ces cartes thermiques et de température. C'est la zone agricole aussi, où on se rend compte, bien sûr qu'il y a la ville qu'on doit faire muter, mais vraisemblablement la zone agricole ou l'agriculture doit aussi muter. On devra retrouver des arbres dans l'agriculture, parce que c'est des zones alors qui ont l'avantage de produire de la fraîcheur pendant la nuit, mais pendant la journée, c'est des hausses de température qui sont identiques au centre-ville, hein, sur les champs. Peut-être juste encore une question. Est-ce que vous avez des exemples? Je suis assez convaincue de ce que Laurent vient de dire. Je pense que la ville, elle est construite, on ne devrait plus rien construire de nouveau. Et donc, en fait, il nous reste à compléter, à réparer, à réutiliser. Mais justement, dans ces fameux quartiers périphériques de Plo, vous avez des exemples, vous, de choses réussies, de coutures réussies? Je sais que Paola Vigano a beaucoup travaillé là-dessus, mais en concret,
Parce que là, c'est un peu la théorie, hein, mais en concret, vous avez des exemples de recouture, de réinventer en fait ces périphéries en les complétant? Alors, il y a quand même pas mal de projets en France hein, sur les grands ensembles. Ils ont l'avantage de, comme je le disais, en fait, d'avoir produit des espaces relativement peu denses et surtout avec beaucoup de vide. Et du coup, il y a une vraie possibilité de le faire. Hein, ça, on est tous convaincus. Puis on commence à voir des projets qui fonctionnent, qui amènent des logiques de couture. C'est surtout possible forcément dans les quartiers qui se sont retrouvés englobés dans la ville et du coup qui ne sont pas trop éloignés. Et moi, j'avais mis là cet exemple des grands parcs à Bordeaux, qui est un des exemples, je pense, qui est assez réussi de requalification de ces grands ensembles et qui, de nouveau, avec un investissement qui a été fait sur les bâtiments, mais aussi sur l'espace public, et avec une certaine densification, hein, quelques nouveaux bâtiments qui ont été implantés, mais tout en essayant de respecter aussi ce lieu, quoi. Ça fait partie de notre histoire aussi, ces grands ensembles, donc c'est pas forcément les nier totalement, mais c'est vrai que les adapter. Et c'est vrai que je pense que c'est vraiment des espaces qui permettent pas mal d'adaptation, ces grands ensembles. Moi, c'est vrai que j'en connais pas de ces bons exemples si facilement trouvables que ça. Donc, peut-être que ça existe, mais moi, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit. Et je pense que c'est lié au fait que c'est complètement illogique que de penser comme ça. D'ailleurs, tout ce que tu as dit est complètement illogique par rapport à notre monde. Donc, c'est compliqué que d'aller contre une logique de foncier, une logique de rentabilité, une logique de simplicité, d'efficacité. Tout ça est complètement illogique. Donc, évidemment, penser la qualité, enlever, par exemple, des places de stationnement qui rapportent, je ne sais pas combien de francs par mois pour mettre des espaces publics ou des espaces de jeu pour les enfants, tout ça, bah, c'est des pertes de rendement et ça coûte plus cher. Donc, en gros, tout ça est complètement contre nature. Donc, c'est vrai que ça pose peut-être des questions de gouvernance. C'est quels moyens on se met. C'est aussi des questions très transversales. Parfois, ça touche au domaine privé, au domaine public, à la propriété, à un autre. Donc, c'est rentrer dans la complexité pour faire moins d'argent, quoi, en gros. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression que les raisons pour lesquelles, et c'est pour ça que peut-être que ça se passe bien pour les grands ensembles, c'est que tout d'un coup, C'est un seul propriétaire aussi. on simplifie Ouais. tout d'un coup un des paramètres. Mais c'est intéressant que d'être confronté à ça pour affronter la complexité et se dire, voilà, eh ben on va dépasser ces limites-là, et ces limites qui sont un peu peut-être culturelles. Hein. Même la limite de se dire, finalement, plutôt que d'imposer un minimum de places de stationnement, on fera un maximum, comme tu viens de le raconter avec l'exemple genevois, c'est aussi un changement de paradigme. Donc le changement de paradigme en amont de tout ça, il est surtout dans la tête, surtout des collectivités publiques et probablement aussi de celles et ceux qui font le plus la ville, c'est-à-dire les promoteurs, ceux qui construisent, quoi, en gros. Les logiques dont tu as parlé sur les coopératives d'habitants qui font de la complexité puis qui mettent de la PP dans leur logement, bah, il a fallu l'imposer, quoi. Seul imposer, on va dire. Mais il y a aussi des avantages à ça. Donc, je pense que si on a une logique économique où on dit, bah voilà, on arrivera à trouver des On n'entend plus. Ah, Un mauvais contact. on est peut-être au bout des piles, Ah. c'est pour ça. Ouais. Donc, si on arrive à réfléchir aussi en matière économique ou de trouver des financements différents, parce qu'une collectivité publique se dit, c'est super, on arrivera à faire financer, bah, par exemple, l'assainissement énergétique des bâtiments. On peut considérer que c'est une politique publique qu'il faut absolument la mener à bien. Bah, finançons-la. Ce n'est pas une question de subvention, 2% ou 3% des coûts. Il faut la financer si on considère que c'est important. Parce que de constater année après année qu'on n'est pas au niveau de nos engagements, c'est un petit peu court aujourd'hui. et je pense, dans les changements de paradigme que tu décris, je pense il y en a un qui est fondamental aussi, c'est arrêter de voir les problèmes avant de voir les solutions. Et en fait, je me rends compte de plus en plus qu'on a une logique comme ça, en face de nous, de gens
quand on fait une proposition, il nous amène tout de suite à la problématique. Et puis, je pense qu'il faut amener la logique de projet partout, Oui. à beaucoup plus grande échelle, et que ça doit être ça qui doit nous guider. D'abord, on regarde où on veut aller, et puis ensuite, on cherche les solutions pour régler les problématiques qui se posent, quoi. Mais poser une problématique foncière en amont d'un développement d'un projet, c'est absurde. Il faut d'abord avoir un projet, puis ensuite, on regarde ce qu'on fait avec le foncier, comment on gère ce foncier. Et je pense que quand on a décidé pour le bled de dire qu'il y aurait de la PP dans une coopérative habitante, ben on a posé l'objectif, puis ensuite on a regardé comment il fallait faire. Et puis on sait pas, voilà, il y a des questions qui ne sont pas encore complètement résolues, mais n'empêche que c'est fait, ça existe, et puis c'est possible. Et je pense que c'est vraiment fondamental si on veut pouvoir changer la façon de faire notre environnement construit de manière générale. Ben, il faut aller vers une logique où on arrête de poser les problèmes au début comme condition, quoi, comme condition de départ, de dire non, mais on ne peut pas parce que il y a ci, il y a ça, il y a ça, on n'arrivera pas à le surmonter. Et forcément, quand on ne sait pas pourquoi on veut le surmonter, on ne le fait pas. Mais quand on sait pourquoi, ensuite, on est d'accord de trouver les solutions. Et je pense qu'on est confronté, mais au quotidien, à ces situations-là, quoi. Est-ce qu'il... La belle conclusion, le projet. Le projet. On a encore une intervention dans la salle. Bah oui, mais donc, dans la logique de projet, justement, je trouve aussi intéressant de se poser la question de l'espace public, enfin, quelle est la même importance que l'espace construit. Enfin, je sais que voilà, ça se fait de plus en plus, mais c'est vrai qu'on est encore dans ce truc où on construit d'abord ce qui est habité, ce qui est construit, ce qui est en dur, et puis après, on se pose la question de ce qu'il y a autour, et puis on essaie de lui donner de la qualité. Mais en fait, je pense que gentiment, il faut vraiment inverser, mais vraiment, vraiment inverser, commencer d'abord par les espaces et ensuite construire. Parce que voilà, il reste plus tant d'espace que ça. Et puis, voilà, pour leur donner de la qualité, je pense qu'il faut, voilà, il faut bien les réfléchir, quoi. Mais moi, j'ai l'impression que tout le monde dit ça, donc il n'y a pas de problème. Sauf qu'on ne le fait pas. Donc la question, c'est pourquoi on le dit et on ne le fait pas. Parce que ça, c'est... Tout le monde dit qu'il faut partir de l'espace public, des espaces de qualité. D'ailleurs, on dit toujours la qualité, on la nomme jamais, en nombre de voitures, par exemple, mais en nombre de plein d'autres choses. En perméabilité, bah, y a plein de façons de mesurer ça. Mais c'est vrai que la question là, c'est probablement parce que dans ce monde, c'est l'argent qui dirige et que s'il n'y a pas il y a pas un intérêt économique à partir de l'aménagement de l'espace public et du domaine public comme du domaine privé, par analogie, on n'y arrivera jamais, quoi. Quel est l'intérêt sinon d'un promoteur? Et moi, j'ai l'impression aussi sur l'espace public qu'on a on ne bouge on bouge très très peu, aussi parce qu'on est parti dans les logiques d'aménagement provisoire. C'est le nouveau leitmotiv de plein de communes, hein, de dire il faut faire de l'aménagement provisoire, c'est super, on préfigure les choses, etc. Et au final, ce qu'on se rend compte avec ces aménagements provisoires, c'est comme les cabanons, les écoles provisoires qui sont restées 60 ans dans le modèle de ces cabanons en bois qu'on a vu pendant très longtemps dans toute la Suisse romande. Et en fait, faire du provisoire, c'est ne pas faire. On investit, et l'ouverture aujourd'hui du chantier de la... T'entends pas? Là, il y a de la pile. L'ouverture de ce chantier provisoire du tunnel, en fait, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est fou parce qu'en fait, on devrait être sur un aménagement. Faut y aller. Tout le monde sait ce qu'il faut faire au tunnel, quoi. Et pourquoi on dépense des sommes astronomiques à faire du provisoire qui, en plus,
à l'image de la place de la Gare, où on a de la végétation en bac qui coûte la peau des fesses à entretenir, etc. Et en fait, c'est tout ça qu'on ne fait pas ailleurs. Parce qu'on fait l'aménagement provisoire de la gare, on ne fait pas d'aménagement dans les quartiers, on ne dégrappe pas aux endroits où on devrait dégrapper, parce qu'on met l'argent dans des choses qui sont plus visibles, plus trendy, en fait. Et je pense qu'il y a un vrai problème dans l'aménagement de l'espace public avec ces aménagements provisoires qui sont juste une excuse pour ne pas faire les choses, parce qu'aujourd'hui, on sait ce qu'on va faire. Moi, j'aimerais tempérer quand même ce point de vue parce que je trouve que le provisoire, c'est une façon peut-être de ne pas se poser les problèmes de la même façon qu'on se les pose quand on veut trop bien faire. C'est-à-dire que finalement, vouloir super bien faire, c'est une hypothèse, hein. Et l'avantage de faire du provisoire, c'est que tout d'un coup, se rentrer dans une autre logique de fabrique de la ville, c'est-à-dire qu'on ose faire des trucs et on les teste. On teste le fait que à 14h51, Mathieu a un train visiblement. Ah, toi aussi. D'accord, c'était un rappel. Donc, le fait de pouvoir tester, par exemple, comme ça s'est fait pendant le Covid, des pistes cyclables, c'est une chose qui a été possible parce que tout d'un coup, il y a eu une sorte d'ouverture miraculeuse et ça permet à des gens qui disent jamais il y aura 12 places de stationnement en moins, par exemple, parce qu'en l'occurrence, c'était 300 à Lausanne de moins pendant tout le Covid sur les 96 210 places de parc. Donc, ça veut dire que c'était vécu comme quelque chose de traumatisant. Mais le fait de l'essayer, puis ensuite de l'évaluer, c'est-à-dire tous ensemble, on regarde si ce qu'on aura testé, c'est vraiment si débile que ça, c'est vraiment si impossible. Parce qu'on a des grosses, on a quelque chose dans notre tête, là, une sorte de grosse voiture en tout cas, mais plein d'autres réalités comme ça, sur le fait que ça doit rapporter, etc. Puis qu'il y a des beaux espaces et des moches espaces, et puis que regardez cette façade en béton comme elle est moche, enfin ce genre de choses qui sont un peu des sortes de réflexes, mais qui font qu'une fois qu'on l'a fait, peut-être qu'on peut changer le regard, oser, évaluer et décider, mais plutôt après coup. Je pense qu'il y a certains projets qui sont faits de cette manière-là, et je pense que c'est une bonne logique, et c'est comme ça que ça a été vendu au départ, le provisoire, hein. C'est de faire vite, de réagir à une situation, et typiquement les terrasses Covid, ce genre de choses, vous bouffer les télés. Ça, c'était génial, parce que ça a fait bouger les choses. Mais le problème dans l'aménagement d'espace public, je pense que ça ralentit les choses aujourd'hui, parce que c'est une excuse pour ne pas faire, au final. Pour ne pas mettre cet argent nécessaire qu'il faudrait pour réellement réaménager. Donc, on essaie de contenter un peu tout le monde, puis on ne fait pas trop de... Je sais pas, c'est un peu... Oui, absolument. Non, c'est vrai qu'il y a des bons exemples, et il y en a eu, mais j'ai l'impression qu'il ne faut pas que ça devienne une excuse, quoi. Et voilà, c'était plutôt dans ce sens-là. Super. Eh bien, merci beaucoup à tous. Ah, oui, mais je crois que c'est du... Voilà. Super. Merci Nicole, merci tout le monde qui a participé. Oui, il y a. Oui, on fait une visite la semaine prochaine. Je ne sais même plus. Même jeudi, même heure, rendez-vous ici au Biotope et on va faire une visite des plaines du Loup. Profitez exactement. Parce qu'aujourd'hui, les rues commencent à être ouvertes. Donc, c'est une des premières fois où on va pouvoir se balader vraiment dans le quartier. Donc, vous pouvez nous rejoindre ici la semaine prochaine, même heure, à la rue Elisa Serment 1, au Biotope, pour aller faire cette visite. Et puis, n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour voir le programme. On a encore des conférences là. A priori une table ronde qu'on va mettre en place pour le mois prochain sur les coopératives habitantes. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.